Cet épisode du balado est commandité par le service d'électrothérapie 7. C'est une entreprise qui aide les personnes à utiliser l'électrothérapie efficacement à la maison, que ce soit pour gérer la douleur, faire du renforcement musculaire ou encore pour supporter une bonne santé pelvipérinéale à toutes les étapes de la vie d'une femme. Au-delà de la simple vente ou location des appareils, leur approche repose sur un accompagnement personnalisé. Ils vont vous guider étape par étape afin de savoir comment utiliser les appareils pour en retirer tous les bienfaits. Cette travaille aussi en collaboration avec les acteurs du milieu de la santé afin que ce soit intégré de façon plus globale. L'objectif est simple, maximiser les résultats et redonner du contrôle sur votre condition à la maison. Donc, contactez-les au canada7.com. On est de retour sur le balado Être femme avec Amélie Racine. Je m'appelle Isabelle Labrie et je suis physiothérapeute. Aujourd'hui, on va parler d'électrothérapie en santé de la femme. Allô, Amélie? Bonjour Isabelle, merci beaucoup de m'accueillir, c'est gentil. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, j'ai parlé là, à quelques reprises déjà dans différents épisodes d'électrothérapie, Mhm. entre autres avec Marie-Josée Laure pour les incontinences urinaires, Emmanuel Dupont aussi pour la préparation à l'accouchement. On a parlé de stimulation neuromusculaire, on a parlé de TENS, mais je pense que pour le grand public, ça vaut la peine qu'on fasse un épisode au complet là, pour expliquer, éduquer, puis voir c'est quoi les indications officielles là, d'aller vers ces modalités-là. Pour Mhm. commencer, je te laisse te présenter. Dis-nous un peu c'est quoi ton parcours, en tant que physio, mais aussi, dans le monde de l'électrothérapie. Ben, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, je suis physiothérapeute. J'ai gradué de l'Université Laval en 2009. Et puis, depuis le début de mon parcours, ben, évidemment, j'avais pas une expertise en électrothérapie spécifiquement. J'ai plutôt travaillé en neurologie puis en pédiatrie, entre autres en centre de réadaptation. J'ai travaillé en clinique privée un peu aussi. J'ai fait beaucoup de travail à domicile aussi auprès de patients, patientes qui avaient des conditions très complexes, multifactorielles. Et puis, voilà, ça fait peut-être, presque 2 ans que je me suis joint à service d'électrothérapie. J'avais besoin de nouveaux défis professionnels, donc mais tout en gardant mon chapeau de physiothérapeute. Et puis, ben depuis ce temps-là, évidemment, j'ai eu moi-même à ouvrir mes horizons par rapport à l'électrothérapie, à comprendre, à me questionner, à développer mon raisonnement clinique par rapport à ces approches-là. Parce que, ben c'était pas nécessairement, comme beaucoup de physiothérapeutes, c'est pas nécessairement des modalités que j'utilisais abondamment, un petit peu là en pédiatrie, puis en neuro ou des gens qui avaient des douleurs, chroniques persistantes. Mais, voilà, c'est tout un nouveau monde là qui s'est ouvert à moi au cours des dernières années et évidemment, ben, je porte un peu plus la mission auprès, de tout ce qui concerne les appareils concernant la rééducation pelvipérinéale, donc que ce soit en gestion de la douleur ou rééducation, musculaire, neuromusculaire là. Donc, peut-être à cause de mon lien avec la pédiatrie où je côtoyais plus de jeunes mamans aussi, étant une femme moi aussi bien sûr. Mais, c'est un domaine qui me fascine de plus en plus, puis, pour lequel je pose beaucoup de questions. Fait que, voilà. Puis il faut dire aussi que, tu sais, l'électrothérapie, ça existe depuis longtemps en physiothérapie plus générale, musculo-squelettique, neurologique comme, dans ton expérience professionnelle à toi aussi. Mais tu sais, en rééducation périnéale, je pense que c'est un peu moins connu là, les Mmh. modalités de traitement qu'on peut utiliser en électro. On va un peu démystifier c'est quoi de l'électrothérapie. J'imagine que des gens qui entendent ça puis qui se demandent vraiment qu'est-ce que c'est ou qu'on a toutes sortes de références avec des machines qu'on a vues en clinique ou même maintenant en pharmacie ou en vente libre un peu partout. Alors, aujourd'hui, on va plus aborder, l'électrothérapie en termes de TENS, donc des appareils de gestion de douleur ou des stimulateurs musculaires. Puis aussi des appareils qui combinent ces deux types de programmes-là aussi. Donc le TENS va être utilisé selon 2 mécanismes d'utilisation. Donc on fait référence aux fréquences d'ondes. Si on fait référence en premier lieu à la haute fréquence, donc là, les physiothérapeutes, les thérapeutes en physiothérapie vont savoir de quoi on parle, mais la haute fréquence va référer à la théorie du portillon.
Ce sont des électrodes là, qu'on va tout simplement appliquer sur la peau et qu'on va aller ajuster l'intensité pour avoir une sensation confortable, forte mais confortable, et ça va générer un soulagement de la douleur rapide quand même, en bas de 20 minutes. Et c'est un soulagement qui va durer jusqu'à 2 heures. Beaucoup de monde connaissent ça parce que, ben, on les a expérimentés en clinique de physiothérapie, entre autres. Puis, comme je disais, ce sont des appareils qui peuvent être obtenus assez facilement là, un peu partout. Donc, la théorie du portillon va plus aller recruter des fibres. Là, la façon que ça fonctionne, c'est que l'onde va pénétrer dans la peau, ça va aller recruter des fibres qui vont envoyer un message au niveau du cerveau. C'est le même principe qu'on se cogne, on se frotte parce que ça crée une espèce de soulagement. Donc, c'est le premier mécanisme qu'on va penser pour le TENS. Le deuxième mécanisme qui va utiliser plus des basses fréquences, un peu moins connu, assez surprenant comme effet. Donc, celui-là va plus passer, là, je vais sortir des mots scientifiques, là, par le contrôle inhibiteur diffus de la douleur. Donc, c'est une modulation au niveau du cerveau qui va plus aller faire libérer ce qu'on dit notre pharmacie naturelle, donc des opiacés endogènes, des endorphines, entre autres. Et puis, cette stimulation-là, on va appliquer la même chose, donc des électrodes, pas sur le site de douleur, là, plus sur un plus grand muscle. Souvent, on va les mettre sur les cuisses parce que c'est facile à contrôler, c'est facile à appliquer, c'est rassurant. Donc, les gens vont mettre les électrodes sur leurs cuisses, vont ajuster l'intensité quand même assez fort. Puis là, ça va être une sensation vraiment différente. Plutôt qu'un petit chatouillis, là, comme le portillon, ça va être plus une sensation de pression qu'on va ressentir. Et puis ça va induire ce message-là de soulagement général. C'est un effet qui va commencer à partir de 20 à 30 minutes après le début du programme et qui peut perdurer jusqu'à 6 à 8 heures dans le temps. Donc, on va plus penser à ces modulations-là pour, entre autres, une relaxation générale, un soulagement général de la douleur. Puis, il va y avoir toutes sortes d'autres bienfaits aussi qu'on peut penser. Et puis, voilà. Donc ça, c'est Juste préciser, là, tu sais, tu as dit le TENS, là, mais oui, dans le fond, c'est un courant électrique oui, qui c'est avec, ça. tu sais, une électrode noire, rouge, fait que comme on connaît d'un circuit électrique standard, qui va être appliqué avec des électrodes sur la peau, puis c'est dans le fond, c'est une stimulation transcutanée qu'on appelle. Voilà, Hem oui. C'est ça, fait que, juste pour que les gens ils comprennent bien, c'est un peu, tu sais, le modèle que je pense que tout le monde est capable de comprendre. C'est un peu comme le docteur O là, qui s'annonce à la télé, entre autres, en pharmacie qui est disponible. Mais il faut savoir que c'est pas tous les appareils qui sont calibrables puis qui ont les mêmes paramètres ou les mêmes programmes. Donc, c'est important quand même de s'informer puis de pas juste acheter parce que c'est marqué TENS là dessus. Assurément, tu marques un bon point, Isabelle. D'abord et avant tout, pour qu'un professionnel, membre de l'Ordre des physiothérapies, du moins, puisse utiliser ces appareils-là, puis en discuter avec le patient, il faut que ce soit un appareil homologué par Santé Canada. Donc, c'est pas tous les appareils disponibles au Québec qui le sont. Il y a des appareils qui sont même conçus, ben, par Service d'électrothérapie, entre autres, qui sont homologués Santé Canada. Comment on fait là, pour savoir si c'est homologué par Santé Canada? Est-ce que c'est écrit sur, le produit, le boîtier? Est-ce que c'est la compagnie qui doit fournir cette information-là? Oui, ben effectivement, il y a un logo qui y est, là, j'aurais pu te le montrer, mais oui, il y a un logo qui est associé. Puis ça reflète tout un ensemble de démarches que les compagnies ont à faire pour maintenir cette, accréditation-là par Santé Canada. C'est des processus qui sont quand même lourds, là, donc oui, c'est de la responsabilité de l'entreprise de fournir cette information-là et ça doit être affiché également. C'est quoi les indications officielles? Fait que là, on a parlé de gestion de la douleur. En santé de Ouais. la femme, c'est dans quel contexte qu'on peut utiliser le TENS? Donc, pour la gestion de la douleur, le TENS peut être utilisé pour, ben, là, on va se concentrer sur la santé de la femme parce qu'il peut être appliqué pour beaucoup de choses. Douleur en lien avec toutes sortes de petites blessures qu'on a sur le corps, mais en lien avec la santé de la femme ou de l'homme aussi, ça peut être des douleurs plus en lien avec le plancher pelvien. Donc, des douleurs au niveau sacré, ça peut être des douleurs abdominales aussi. Ça peut être des douleurs en lien avec la fin de grossesse, l'accouchement, la
période du 4e trimestre, là, post-accouchement. Ça peut être des douleurs, on va parler là de dysménorrhée primaire, secondaire, des douleurs, en lien avec une névralgie aussi, donc assez variées et pour chacune de ces douleurs-là, il y a des, paramètres qui ont été identifiés, programmés pour pouvoir aider les gens à l'intégrer de façon sécuritaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le TENS, tu sais, c'est quand même une modalité qui est facilement accessible, pas très dispendieuse, pour laquelle on a accès à des bons enseignements, un bon accompagnement. Donc, les gens ne sont pas laissés à eux-mêmes quand ils intègrent le TENS, et puis c'est sans effet secondaire. En fait, il y a une petite variabilité qui peut il y a un petit risque d'effet secondaire qui est plus au niveau, de l'irritabilité possible de la peau, mais ça, on peut le déceler dès le départ, là, avec une bonne évaluation. Mais voilà, c'est généralement sans effet secondaire, du moins en diminuant la possibilité d'effets secondaires en lien avec les médicaments. Donc c'est non invasif aussi et puis, c'est assez facile à intégrer dans le quotidien. Ça permet beaucoup de bénéfices. Puis une fois que c'est intégré, ben le corps développe une accoutumance à ce courant-là, et puis, ben on a plusieurs possibilités de varier nos paramètres ou l'application, pour éviter ou pour faire progresser, notre thérapie, donc pour diminuer l'accoutumance. Entre autres, on peut positionner les électrodes à différentes places, sur notre corps, donc pas nécessairement sur le site même de la douleur, ça peut être plus, en proximal, donc un peu plus haut, là. Donc si j'ai une douleur au coude, ça pourrait être une douleur sur le trajet du nerf, donc plus sur le bras. Ça peut être positionné sur les racines nerveuses, donc plus de part et d'autre de la colonne vertébrale. Ça peut être positionné sur un dermatome en lien avec le site de douleur où on a, donc les gens peuvent bénéficier d'un accompagnement là, pour apprendre à les utiliser adéquatement. Puis de s'ajuster si la réponse est pas tout à fait ce qu'on voulait ou si on veut moduler un peu les paramètres d'intervention. Oui, Est-ce voilà. qu'il y a des contre-indications absolues, fait que des gens qui peuvent absolument pas utiliser, le TENS? Oui, il y a certaines contre-indications, entre autres, bien sûr la grossesse, qui est une contre-indication parce qu'en réalité, on n'a pas vraiment d'études, qui, on ne pourrait pas faire d'études, sur la période de grossesse, donc on prend pas de risque. On dit qu'on ne l'applique pas durant la grossesse jusqu'à 37 semaines de grossesse. Donc, la grossesse jusqu'à 37 semaines est une contre-indication. Des pathologies urétrales, tous les cancers locaux ou métastatiques, que si la personne porte un pacemaker, est dans une période de postpartum, de moins de 6 semaines sur le site du bassin ou ça, c'est à discuter aussi. Hem Infection, ben, là, si je me concentre plus pour ce qui concerne la rééducation périnéale, là, donc tout ce qui concerne les infections urinaires, vaginales actives, les lésions cutanées aussi. Donc ça, c'est les contre-indications qui sont connues. Tu sais, entre autres la plaie césarienne, on n'irait pas mettre Mmh. les électrodes directement dessus, là. Fait que, tu sais, il y a Tout aussi à une partie fait. de gros bon sens, là. Mmh. C'est pour ça Puis que, tu sais, on va pas non plus, c'est pour ça qu'il y a une valeur ajoutée aussi à considérer le TENS dans un contexte où Heu, la personne est accompagnée par un professionnel de la santé, entre autres un physiothérapeute, ou un thérapeute en physiothérapie qui a la formation. L'introduction de l'électrothérapie demeure encore un acte réservé en physiothérapie parce qu'on est formé pour, accompagner les gens, à intégrer l'électrothérapie. C'est une zone grise parce que c'est vrai que les gens peuvent aller s'en chercher à la pharmacie, là, tout simplement un TENS, puis bon, ils peuvent se débrouiller avec le manuel d'instruction, fait que toutes sortes de vidéos qu'on retrouve sur YouTube maintenant. Mais, puis tu sais, je vais mettre encore plus l'emphase pour quelqu'un qui consulte dans un contexte de rééducation pelvipérinéale. C'est important d'être suivi par un physiothérapeute pour avoir l'évaluation initiale, pour avoir des données, pour, suivre l'évolution, du traitement aussi. Puis c'est cet accompagnement-là et l'enseignement qui est lié avec le TENS qui va permettre aussi d'optimiser le traitement, d'avoir les objectifs, d'atteindre les objectifs qu'on a identifiés, d'avoir les bienfaits, puis surtout de s'assurer en cours de parcours là, qu'il n'y ait pas de contre-indications qui viennent, s'intégrer là, dans le cheminement de la personne.
Donc c'est ça, si moi je suis physiothérapeute, je voudrais faire quelqu'un chez SET pour avoir un accompagnement, tu sais, moi je peux faire l'enseignement initial, des choses comme ça, puis après ça, vous continuez, mais il y a toujours une espèce de vigie qui se fait, puis la personne elle a accès à un professionnel si elle a besoin d'aide ou de modification des paramètres. Tout à Tandis que fait. si on l'achète un peu n'importe où, ben là, on est comme un peu pris avec nous-mêmes, puis avec les variables qu'on n'est pas capable nécessairement d'interpréter. Tout à fait. Puis là, tu sais, on a parlé beaucoup d'électrodes qui sont positionnés sur la peau en externe, mais il y a certains appareils, qui entre autres chez SET, qu'on peut aussi combiner avec une sonde intravaginale sur lesquelles, il y a des électrodes qui sont positionnées, pour faire une stimulation. Là, on parle encore de gestion de douleur en ce moment, là. Donc, il y a des électrodes sur la sonde vaginale. Donc, tu comprends que pour ça, il faut avoir eu une évaluation, hem a avant de se lancer là-dedans, là, ça prend une évaluation par une physiothérapeute pour, s'assurer que ce soit sécuritaire, que ce soit bien utilisé, puis que la progression se fasse de façon sécuritaire et adéquate aussi dans le respect, des objectifs, puis de l'évolution de la patiente. C'est ça, puis tu sais, c'est une modalité quand même invasive, donc c'est pas n'importe Mmh. qui peut faire ça. Je reviens au fait que c'est un acte réservé aux physiothérapeutes, tu sais. Dans les salles d'accouchement, souvent, ils ont des TENS, là, qu'ils peuvent offrir. Il y a pas de physiothérapeute. Est-ce que ça, tu sais, au niveau plus déontologique, c'est En fait, correct, c'est pas correct? l'acte réservé, c'est sur l'application des électrodes. Donc, c'est la personne, le professionnel qui appose les électrodes sur la peau d'une personne. Ça, c'est un acte réservé en physio du moins. Donc c'est sûr que, une sage-femme, en ce moment, ne pourrait pas aller appliquer les électrodes, mais si elle est formée sur, le raisonnement clinique qui entoure le TENS, la gestion de la douleur, elle peut participer à une discussion avec la patiente ou une discussion interprofessionnelle pour voir si c'est applicable pour cette patiente-là, entre autres, mettons dans un contexte d'accouchement. Donc, elle peut participer à cette discussion-là, puis la patiente peut elle-même appliquer ses électrodes ou dans un contexte d'accouchement, ben là, c'est là que c'est intéressant de, avoir vraiment une participation du partenaire à l'accouchement. Donc, le partenaire qui va accompagner la maman qui accouche peut aller à poser les électrodes, peut apprendre sur comment on va utiliser le TENS pendant la séance d'accouchement. Puis en termes d'évidence scientifique, là, si on reprend le contexte de l'accouchement, est-ce qu'on a de la littérature qui nous dit que le TENS, ça fonctionne vraiment pour soulager la douleur? En fait, on a des évidences, plus sur la gestion de la douleur, en général. On comprend comment aller l'utiliser. Je te dirais, je pense que c'est le seul pour lequel j'ai pas ressorti d'évidences spécifiques là pour l'accouchement. Mais on a les évidences scientifiques concernant la théorie du portillon dans un contexte de douleur, locale. Les évidences sont quand même très élevées, là. C'est Ça reste de la douleur, fait que le contexte de ouais. l'accouchement n'est pas différent. Ce qui va être un petit peu différent, c'est l'effet de fluctuation des contractions, là, fait qu'une douleur qui est plus intermittente qu'une douleur, par exemple, qui est chronique. En même temps, là, on peut moduler les paramètres pour s'ajuster en fonction des contractions. Voilà. Puis avec un appareil, comme chez Set, ils ont, il y a une manette que la personne, la femme ou le partenaire peut activer. Donc, c'est un petit bouton rouge là, qu'on peut aller activer le courant ou le désactiver et c'est programmé spécifiquement pour l'accouchement. Donc, il y a une fréquence, il y a une intensité qui est programmée pour les périodes de contraction, puis une autre intensité qui est programmée pour les périodes entre les contractions de repos. Donc, ça devient assez intéressant. Je connais quelques mamans qui l'ont utilisé, qui l'ont intégré là récemment. Puis ce qu'elle me rapporte, c'est que c'est vraiment, ça redonne le pouvoir une partie de pouvoir dans les mains de la maman qui accouche de, pouvoir anticiper un peu comment elle va réagir selon les phases. Hem, Ça rend l'événement de l'accouchement beaucoup plus, prévisible, même s'il y a beaucoup d'imprévisibilité là. Mais c'est intéressant pour la maman d'avoir un sentiment de contrôle, de jouer avec les boutons, par exemple, d'augmenter, baisser l'intensité. Puis ça favorise une partie qui est intéressante aussi d'impliquer le partenaire heu dans ce parcours-là aussi, tu sais, de positionner les électrodes, puis de jouer avec, l'appareil, en soi.
Puis est-ce que tu sais si on peut utiliser le TENS durant l'accouchement, même s'il y a un monitoring fœtal? Fait qu'est-ce que ça va brouiller le tracé du cœur du bébé ou est-ce que c'est contre-indiqué? Non, c'est pas contre-indiqué, ça ne brouille pas, c'est bien reconnu. C'est une modalité qui est, beaucoup plus utilisé d'ailleurs en Europe qu'ici, là. Ici, c'est encore au balbutiement. Puis c'est de plus en plus accepté dans les équipes médicales aussi. Il y a environ 5 ans, c'était pas très, courant là, de voir les femmes arriver avec leur TENS là, pendant leur accouchement. Là, de plus en plus, on en voit, puis c'est intéressant. Puis je pense que les équipes médicales, sont de plus en plus au courant aussi, puis, ouverts à cette introduction-là. Pour les sages-femmes, je pense que ça fait, plus longtemps que c'est connu, puis qu'ils essayaient d'intégrer cette modalité-là aussi qui, tu sais, on prétend pas, limiter la médication là, en lien avec l'accouchement, entre autres l'épidurale, mais, il y a certaines mamans qui disent qu'elles arrivent à retarder l'introduction de l'épidurale aussi. Donc pour ça, ça peut, être intéressant aussi quand c'est un objectif de la maman. C'est ça, ça fait partie de l'arsenal des modalités de traitement qu'on a pour gérer la douleur de façon non pharmacologique. Voilà. Donc, tu sais, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais ça fait partie des interventions possibles. Est-ce que ça prend une prescription médicale pour, soit louer ou acheter un appareil comme un TENS? Donc, en soi, on peut en acheter un sans prescription médicale quand c'est déboursé par des sous-personnels. Quand on veut que ce soit assumé par exemple, les assurances privées, dans un cas d'accouchement, là, ça prend la prescription médicale pour pouvoir sauver, une partie du montant total. Puis, voilà, donc il y a de plus en plus de médecins là, qui sont au courant là, de la volonté d'introduire une modalité non pharmacologique là, dans le coffre à outils des mamans dans leur plan d'accouchement. Fait que c'est de plus en plus, facile d'obtenir, cette prescription-là. Sinon, ben, ça prend un petit peu de toujours dans une volonté d'éducation, dans laquelle on est présentement. Puis quand on parle de douleur et de santé de la femme, ben, une des choses qu'on parle de plus en plus, c'est l'endométriose. Fait que Mmh. tantôt, tu as parlé de dysménorrhée primaire et secondaire. Je pense que ça vaut la peine que tu expliques un peu avec des termes un peu plus, vulgarisés, qu'est-ce que ça veut dire? Puis, c'est quoi les indications en endométriose de l'électrothérapie? Merci Isabelle. Puis, là, comme je le disais, je ne suis pas physiothérapeute avec l'expertise en RPT, alors, je vais l'expliquer du mieux que je peux pour la dysménorrhée, puis tu pourras compléter mes réponses si tu veux bien. Alors, la dysménorrhée, ce sont les douleurs qui sont liées aux menstruations, qui sont pas nécessairement reliées à une pathologie. Donc, on peut penser aux jeunes filles qui commencent à sentir, des douleurs pendant leur cycle hormonal. Puis qui reçoivent toutes sortes de réponses aussi, par rapport à la gestion de cette douleur-là. La dysménorrhée secondaire, c'est plus une dysménorrhée, donc une douleur, abdominale, pelvienne qui est en lien avec une pathologie reconnue comme l'endométriose. Est-ce que je l'explique bien? Oui, je Oui? pense que ça ça résume bien qu'est-ce que c'est. Mais tu Voilà, sais, dans le fond, ça c'est en lien avec la douleur menstruelle. voilà, oui. Alors, c'est sûr que de plus en plus, on parle de l'introduction de modalités, non pharmacologiques parce que je crois que c'est les femmes qui, subissent, les douleurs, menstruelles. Bon, on leur parle de toutes sortes de solutions, dont rapidement on parle de médication puis de traitements hormonaux. Donc l'intégration du TENS va permettre de fournir un soulagement de la douleur, encore une fois non invasif, quand c'est sur une application externe, et puis, sans effet secondaire, facile à introduire et il y a différentes il y a différentes programmations, modulations qui peuvent être, essayées là pour, varier les sensations aussi. Il y a différentes places où on peut le positionner. On peut placer les électrodes sur l'abdomen, dans le dos là, de part et d'autre la colonne vertébrale, plus au niveau du sacrum lombaire aussi. Je vais reparler de ce que je parlais au départ là, du mécanisme de la théorie du portillon. Donc c'est un soulagement qui est quand même rapide. Donc les évidences scientifiques sont quand même intéressantes à ce niveau-là pour la dysménorrhée primaire. Donc, les douleurs plus d'origine
en lien avec les menstruations, on a des très bonnes évidences scientifiques avec des belles études avec une bonne population. Donc, ce qu'on rapporte, c'est qu'on va avoir un soulagement de douleur souvent rapporté de au moins 3 points sur 10. Fait que là, je fais référence à ce qu'on appelle une échelle visuelle analogue. Donc, une échelle de 0 à 10, comment qu'on pourrait quantifier la douleur. Donc, sur cette échelle-là, on a une amélioration de 3 points. Donc, si je donne un exemple, si quelqu'un rapportait une douleur de 8 sur 10 au départ, puis maintenant dit, ben, c'est ma douleur, elle est à 5 sur 10, ben, c'est quand même une amélioration intéressante pour une femme qui subit cette douleur-là depuis longtemps. Donc, c'est ce qu'on rapporte de l'intégration du TENS dans un contexte de douleur menstruelle. On rapporte aussi que le fait d'intégrer le TENS, là, on fait souvent référence à 2 applications par jour. Donc, on installe les électrodes, sur les régions douloureuses, puis on peut repartir le programme 2 fois par journée. Donc, avec cette intégration-là, les femmes rapportent aussi une diminution du nombre de journées, qu'elles subissent la douleur dans le mois. Donc, je donne un exemple. Si c'était des douleurs à 15 jours sur 28. Puis là, il rapporte qu'il y a des douleurs à 7 jours sur 28. C'est quand même intéressant, ça aussi. On rapporte aussi une amélioration au niveau de la diminution de la prise de médication, que ce soit des anti-inflammatoires, entre autres, ou des médicaments analgésiques. Fait que ça, je trouve ça quand même intéressant. Puis évidemment, ben, ça amène une amélioration de la qualité de vie, une amélioration de la participation aux activités. Tu sais, quelqu'un qui s'empêcherait d'aller faire du sport ou de voir des amis ou de faire une sortie parce qu'on a des douleurs menstruelles, bien là, on aurait une amélioration en intégrant le TENS. Fait que c'est quand même intéressant. Tout ça, je leur dis, c'est intégré dans un contexte hem, d'être suivi aussi par un professionnel de la santé, une physiothérapeute, soit dans une approche aussi multi ou interdisciplinaire, puis combiné, tu sais, c'est un adjuvant, en fait. C'est vraiment combiné un plan de traitement complet qui implique, bien sûr, l'amélioration des habitudes de vie, l'éducation. Il y a souvent un programme de rééducation spécifique, pour les femmes aussi, fourni par la physiothérapeute. Donc, c'est pas une modalité qui va remplacer quoi que ce soit, mais c'est en combinaison avec d'autres, modalités pour aider les femmes à traverser leur cycle menstruel. Donc ça, c'était Puis concernant, oui, je vais juste rajouter quelque chose. Il faut dire que, tu sais, le TENS, c'est un appareil qui est portatif, hein. Fait que moi, pour les femmes qui ont de la dysménorrhée, j'aime bien combiner le TENS avec le mouvement. Tu sais, d'être capable mmh de se déplacer, de bouger, d'aller prendre une marche parce qu'on a aussi des évidences qui nous disent que l'activité physique aide à réduire quand même les douleurs, puis l'intensité des crampes menstruelles. Donc de combiner les 2 modalités, j'ai pas d'études spécifiques sur la combinaison des 2 là, mais tu sais, je trouve que ça fonctionne bien, puis ça donne justement plus d'autonomie à la personne, à la femme. Donc ça peut être intéressant aussi de le mentionner que ça c'est souvent des petits appareils portatifs. Oui, tout à fait. Tu sais, souvent, ces appareils-là, ils peuvent être insérés dans la poche, dans la sacoche. Ça peut être inséré par un bracelet autour du bras ou même un collier dans le chandail. Donc, il y a beaucoup d'accessoires maintenant qui sont mis à la disposition des gens pour faciliter l'intégration, puis permettre aux gens de l'intégrer euh, plus dans un contexte de la vie de tous les jours. Parce que quand on repense aux TENS, des fois, on pense jadis en clinique privée de façon très passive, puis c'est peut-être ça qui fait qu'on a perdu le sens d'utilisation du TENS aussi. Mais on promouvoit maintenant beaucoup plus le message de l'intégrer dans, les habitudes de vie. Par exemple, de l'avoir sur soi pour aller justement faire une sortie, faire du sport, aller au travail, simplement faire la cuisine, faire des commissions, faire, l'entretien de la maison. Fait que ça aussi, ça va rehausser le sentiment d'amélioration de la qualité de vie. Puis au bout du compte, c'est ce qu'on souhaite aussi, hein, pour les gens, qui souffrent de douleurs. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter par rapport à l'endométriose? Est-ce que tu sais, peut-être un exemple là, de patiente que toi tu as accompagnée, avec l'électrothérapie pour cette condition-là? Tout à fait. Puis tu sais, il y a aussi des première partie de ta question au sujet des évidences concernant l'endométriose. Les études, c'est assez récent qu'il y a des études qui intègrent le TENS pour aider les femmes dans la gestion des douleurs en lien avec l'endométriose. Par contre, il y a quand même des bonnes évidences scientifiques sur des protocoles, qui intègrent l'hormonothérapie avec le TENS comparé à
un groupe placebo. Fait que ça, on commence à avoir des bonnes, études avec des évidences de niveau modéré. Puis oui, tu sais, on fait toujours attention quand on veut partager des histoires de cas, là, parce que c'est une histoire prise parmi d'autres, là. Tu sais, faut vraiment essayer différentes modalités. Puis je pense qu'on comprend que c'est un élément parmi tout un coffre à outils que les patientes acquièrent à travers leurs interventions. Mais oui, tu sais, on avait justement j'avais une patiente là, qui a 30 ans, qui avait l'endométriose depuis longtemps. Fait que, tu sais, on peut se poser même depuis l'adolescence, là. Donc, bref, elle rapportait des douleurs depuis son adolescence. Elle avait essayé plein de choses, plein de ressources, évidemment. Donc, ça a dépensé beaucoup, beaucoup d'argent aussi. Puis, on lui avait jamais vraiment parlé de l'intégration du TENS. Puis là, elle a fait ça, c'est au cours de la dernière année qu'elle a intégré ça. Et puis, ben, tu sais, elle a vraiment eu une belle amélioration, puis une diminution de douleur. Elle dit qu'elle a diminué le nombre de médicaments qu'elle prend par mois. En fait, le nombre de journées qu'elle prend des médicaments par mois. Puis bon, elle rapporte aussi une amélioration dans la qualité de sa vie sexuelle aussi, là, tu sais, fait que ça a d'autres répercussions positives dans son cas à elle. Fait que je trouve que ça c'est un beau message qui porte espoir aussi. Puis bon, voilà. Puis à ta connaissance, est-ce que les médecins y en parlent un peu du TENS ou pas ben ben? Je pense que il y en a qui le font de plus en plus, mais pas assez. Ce que les patients nous disent, c'est que pas assez. Puis pourtant, c'est quand même une modalité qu'on lit de plus en plus dans les consortiums, d'experts. Puis à l'automne dernier, moi, j'ai été au congrès de la douleur, chronique, qui a eu lieu à Montréal. Puis beaucoup de chercheurs disent que le TENS devrait être intégré comme étant une modalité de première ligne. Donc, dès le départ, on devrait penser à intégrer le TENS. Maintenant, on a aussi des études scientifiques intéressantes qui disent que plus on peut intervenir sur une douleur qui risque de se chroniciser, donc plus on peut intervenir tôt dans le processus, ben on a des meilleures chances de éviter la chronicité ou de limiter un peu l'intensité de ces douleurs-là. Donc, c'est intéressant de penser à cette modalité-là peut-être plus tôt que trop tard, parce que souvent, on va y penser quand c'est déjà chronique. C'est sûr que quand vous recevez des femmes qui souffrent d'endométriose dans vos bureaux, on est déjà rendu à un stade de chronicité, là, ça va de soi. Hem, mais oui, il y a de plus en plus de médecins qui en parlent, qui le reconnaissent. Je pense qu'il y a un effort qui est fait auprès des chercheurs de partager cette information-là aussi, mais malheureusement, c'est pas tous les médecins, là, qui le reconnaissent encore. Puis, tu sais, dans le domaine de la santé, il y a toujours des modes aussi, hein. Fait qu'en physiothérapie, là, on a longtemps vu beaucoup, beaucoup d'électrothérapie, là, dans les cliniques. Tu sais, il y avait certains physios que c'était ça qu'ils offraient comme traitement, tu sais, ils faisaient pas d'autres choses. Là, il y a eu comme une espèce de grosse diminution parce qu'il y a certaines modalités qui avaient moins d'évidence scientifique, fait qu'on a comme jeté ça aux poubelles. Mais tu sais, je pense qu'il y a certaines modalités comme le TENS qui méritent encore leur place dans l'arsenal thérapeutique, dans notre coffre à outils. Donc, je pense qu'il faut faire attention avec les tout ou rien, là, tu sais, c'est comme le retour du balancier à Mmh. un moment donné. Je pense que la nuance va faire en sorte que, oui, ben il y a certaines choses qu'on va délaisser parce que finalement, c'était pas si, evidence-based que ça. Mais le TENS, je pense que c'est quelque chose qu'il faut conserver dans nos outils thérapeutiques. Est-ce qu'il y a d'autres indications en santé de la femme? Ben, je fais du pouce sur ce que tu viens de dire. Je suis tout à fait d'accord. Tu sais, quand on repense que je leur dis, là, mais c'est une modalité qui peut permettre tu sais, qui est sans les effets secondaires qu'on reconnaît davantage en lien avec la médication. Puis c'est une modalité qui est facilement intégrée dans la vie des gens. Donc, tu sais, quand on a une volonté aussi quand on a un objectif avec nos patients et patientes d'augmenter leur prise en charge personnelle, leur responsabilisation par rapport à leur plan de traitement, de favoriser l'autodétermination, je trouve que c'est une belle modalité qui permet ça, du fait qu'il faut eux-mêmes qu'ils l'appliquent, qu'ils mettent les électrodes. Donc, tu sais, le pouvoir est au bout de leurs doigts, finalement, là, quand ils veulent l'intégrer. Puis, ils peuvent faire le choix de l'intégrer dans leurs activités de la vie de tous les jours. Fait que ça a beaucoup de bénéfices, je trouve, tu sais, puis au pire, ça fonctionne pas. Puis, Tu tu sais, sais, ils ont c'est aussi le contrôle de l'intensité, fait que c'est eux qui ouais. ajustent, tu sais, l'intensité qu'ils ressentent. Fait que je trouve ça plus personnalisé que tu sais, parce que nous, comme thérapeutes, on sait pas c'est quoi l'intensité de la douleur, même si les gens essaient de nous l'expliquer, qu'ils nous disent: «Moi, c'est 8/10», ben ton 8/10, mon 8/10 n'est pas le même. Donc
tu sais, je pense que oui, ça donne beaucoup d'autonomie aux patients, puis ils ont l'impression aussi d'avoir un certain, contrôle, tu sais, sur la façon qu'ils gèrent leur douleur. Hem, donc si je reviens avec ma question Oui. là, c'était est-ce qu'il y a d'autres indications en santé de la femme? Est-ce qu'on a d'autres conditions qu'on peut traiter qui sortent un peu de la douleur? Oui, il y a une dernière indication qu'on n'a pas, abordée encore qui est en lien avec, l'incontinence urinaire. Donc, on utilise des programmes de TENS pour un protocole, qu'on appelle le protocole du nerf tibial postérieur, qui, permet de créer une neuromodulation, d'une branche du nerf sacré, là. Fait qu'on a des nerfs dans notre corps, donc des nerfs qui sortent du sacrum, qui passent par, la vessie, un muscle, le détruseur de la vessie, là. Et puis ce nerf-là se poursuit dans la jambe, puis une de ces branches-là qu'on peut revoir à l'intérieur, qui se retrouve à être à l'intérieur de la cheville. Et puis, donc, je l'explique parce que c'est assez inusité, là, quand on n'a jamais entendu parler de ça, on se dit, ben, c'est quoi le lien entre la cheville puis la vessie, finalement? Donc, voilà. Donc, ce sont des électrodes qu'on va installer sur l'intérieur de la cheville et qu'on va activer donc le programme de TENS, c'est la même chose, et qu'on va ajuster l'intensité. Là, cette fois-ci, ça va être une intensité plus forte qu'on va recommander aux gens d'avoir. Et puis, c'était vraiment un protocole. Donc, les gens vont intégrer ça 3 fois par semaine sur une période de 12 à 15 semaines. Donc, généralement, là, les patients nous rapportent qu'ils voient des patients et patientes nous rapportent des progrès à partir de entre 8 et 12 semaines, souvent. Donc, voilà. Et puis, une fois que le protocole est terminé, les gens peuvent refaire ça, une fois de temps en temps, un peu comme un entretien, mais tu sais, ils n'ont pas besoin de le faire 3 fois par semaine toute leur vie, finalement. Et puis, ça aussi, c'est toujours intégré dans un plan de traitement. Donc, on ne fait pas juste donner cet appareil-là aux gens puis dire: «Bien, voici, règle ton incontinence urinaire avec ça». C'est vraiment intégré, ça fait partie d'un ensemble. Fait qu'il y a une évaluation par un physiothérapeute, puis accompagné par les recommandations, amélioration des habitudes de vie. Je pense que vous en aviez déjà beaucoup parlé avec Marie-Josée Laure dans un podcast précédent. Donc voilà. Donc ça, c'est une des façons qu'on peut utiliser un appareil d'électrothérapie pour la gestion, de l'incontinence urinaire. Maintenant, je continuerai puis je ferai le lien avec la Oui, stimulation juste préciser que neuromusculaire. je pense que l'incontinence urinaire, c'est l'incontinence urinaire d'urgence. Oui, Fait que la vessie hyperactive, dans un contexte d'incontinence d'effort, ben là, le protocole du tibial postérieur s'applique moins, là. Donc, c'est exactement. ça, en termes d'évidence, c'est vraiment pour l'urgence mictionnelle et les incontinences urinaires d'urgence, donc la vessie qui contracte tout le temps. Fait que tu l'as bien mentionné, là, le muscle détruseur, c'est lui qui va faire la contraction de la vessie. Fait que c'est lui qu'on veut aller un peu inhiber avec ce protocole-là, puis avec la stimulation du nerf tibial postérieur. Tout à fait. Puis c'est un protocole qui est essayé aussi, tu sais, étant donné que c'est non invasif comme protocole, puis c'est pas trop engageant, mais tu sais, c'est en fait, là, quand on met ces électrodes-là sur la cheville, c'est dans un contexte plus passif. Fait que, c'est assez sécuritaire. Souvent, les gens, ça va être comme en fin de journée, en lisant un livre, par exemple, ou peu importe, là. Fait que, c'est un protocole qui est facile quand ça c'est bien indiqué, c'est facile à proposer à des gens, si je pense entre autres à certaines personnes âgées ou des gens qui ont des conditions neurologiques, mais qui sont aussi accompagnés de nos personnes pour pouvoir essayer le protocole ou même des enfants qui vivent de l'énurésie nocturne. Donc, voilà, moi, en tant que physiothérapeute en pédiatrie, j'ai eu à l'intégrer dans le passé, puis, on a déjà eu des résultats quand même intéressants. Peux-tu juste expliquer c'est quoi? Parce que c'est un gros terme scientifique, mais qu'est-ce Oui, que c'est? ben, c'est les pipis au lit pour les enfants. Fait que des fois, des mamans, il y a des parents qui ont essayé beaucoup, beaucoup de choses, puis les enfants sont rendus à 8, 10, 12 ans, puis là, on cherche, des ressources, on cherche une solution, hein, finalement, parce que c'est ça, ça entraîne beaucoup d'impact dans la vie familiale, mais on a quand même des histoires intéressantes de familles qui l'ont intégré, puis que ça a fonctionné. Donc là, je veux pas dire que ça fonctionne pour tous, là, mais il y a quand même des ça peut être une solution qui peut être essayée, à faible coût, puis qui est assez facile et sécuritaire à intégrer. Fait que, Suite à une consultation avec un professionnel, toujours. évidemment, là, fait qu'il faut Oui, qu'il y ait un processus d'évaluation qui va déterminer si c'est une bonne modalité ou pas. Mais c'est ouais. intéressant de savoir que ça peut, aider, là, aussi chez les enfants. Est-ce qu'on Mmh. a d'autres, appareils ou d'autres types
d'électrothérapie qu'on peut utiliser en santé de la femme? Oui, alors, je faisais le lien justement en lien avec l'incontinence urinaire, tu en as un peu parlé, de la stimulation neuromusculaire. Donc, là, on a parlé depuis le début du TENS, donc la gestion de la douleur. Maintenant, on va plus parler des courants électriques qui vont aller provoquer une contraction musculaire. Donc, c'est des fréquences, des ondes un peu différentes, mais c'est le même principe. Donc, ce sont des électrodes qu'on appose sur la peau quand c'est par voie externe. Et puis, même chose, on sélectionne le programme sur un appareil et puis on ajuste l'intensité qui, cette fois, l'intensité va provoquer une contraction du muscle. Donc, ça va être indiqué pour quelqu'un, par exemple, qui aurait un peu perdu le sens de comment je fais pour contracter tel muscle. Donc, si on pense tu sais, l'exemple classique, c'est la cuisse, là, tu sais, quelqu'un qui aurait eu une chirurgie au genou, puis là, on a perdu le sens de comment qu'on peut aller contracter la cuisse. Donc, ces électrodes-là vont permettre d'aller stimuler une contraction. Et cette contraction-là va toujours être plus bénéfique. Puis en fait, les résultats vont être réels quand cette contraction-là va être associée à une action volontaire. Donc, il faut que la personne ait la volonté de contracter son muscle en même temps qu'on reçoit le courant électrique qui va provoquer la contraction. Et puis pour faciliter ça, souvent les appareils vont avoir un bouton, comme les appareils de chez Sett, là, ils ont un bouton pour activer le courant électrique. Donc là, on peut se concentrer sur l'action qu'on veut faire, puis le courant va activer en même temps, puis on va avoir un meilleur effet de cette façon-là. Maintenant, ça, c'est pour des applications externes via les électrodes. Et pour le plancher pelvien, on peut aussi utiliser la sonde vaginale. Donc, on va aller insérer la sonde, puis il va y avoir le courant qui va aller provoquer une contraction, par exemple, du plancher pelvien. On va avoir fourni les recommandations pour apprendre à comment bien contracter le plancher pelvien, dans quel sens, et puis avec les paramètres qui vont avoir été identifiés par la physiothérapeute. Alors là, ça, c'est super important d'avoir une évaluation en physiothérapie, puis d'identifier exactement nos objectifs, quel groupe musculaire. Donc, c'est vraiment un travail qui va progresser dans le temps, là. C'est pas, voici, je t'enseigne et c'est terminé, là. Ça, c'est un protocole qui va progresser dans le temps. Puis est-ce qu'on a des données qui nous disent s'il y a des bénéfices supplémentaires ou, tu sais, est-ce qu'on a des meilleurs résultats si on est accompagné justement d'un professionnel? Oui, tout à fait. Donc, on a des études scientifiques, de valeur quand même modérée et importante qui supportent que quand l'électrothérapie est accompagnée d'un enseignement, un enseignement tout au long du parcours par un professionnel va avoir des meilleurs résultats. Donc, c'est pour ça que l'accompagnement par le physiothérapeute ou la personne qui a enseigné l'électrothérapie à la base va permettre d'avoir des meilleurs résultats. Puis, c'est ce qui permet de tester si la modalité fonctionne ou pas, en fait. Fait que c'est important de faire des réévaluations assez régulièrement, d'aller rechercher des données objectives sur la progression. Puis là, si on parle plus de la contraction neuromusculaire, fait que d'aller vérifier d'aller quantifier la force musculaire, le contrôle de l'activation, du relâchement, de la durée de contraction aussi, donc au niveau de l'endurance. Fait que c'est important d'attester ça. Puis comme je disais tantôt, aussi le suivi en physiothérapie va permettre de s'assurer que tout au long du parcours, ben, il n'y a pas des contre-indications qui viennent s'ajouter, par exemple. Parce qu'à tout moment, on peut dire, ben en ce moment, c'est plus approprié, ou on va mettre une pause, ou on va modifier, ou on va changer notre plan de traitement. Donc ça prend un physiothérapeute bien avisé. Pour OK. la stimulation pour la la stimulation neuromusculaire, on peut penser au plancher pelvien, entre autres là, pour l'incontinence urinaire, mais aussi, je vais faire un petit lien avec toute la rééducation en soi du plancher pelvien. Si on parle, entre autres, en lien avec le relâchement du plancher pelvien post-grossesse ou en lien avec un prolapsus, par exemple. Donc, ça peut être une modalité qui peut être ajoutée au plan de traitement, qui pour aller aider les patientes à sentir le sens de la contraction, puis pour aller rééduquer la qualité de cette contraction musculaire-là. Mais c'est ça, faut avoir une évaluation, faut qu'on aille le OK si on veut parce qu'on peut pas, tu sais, le lendemain de notre accouchement, décider qu'on commence ça à la maison, là. Non, non, Donc, je pense que c'est ça le message clé, c'est vraiment de se dire qu'un accompagnement de qualité avec des professionnels, qualifiés, ben, ça va vraiment faire une différence, là, dans l'utilité, qu'on fait de l'électrothérapie.
Donc, chez SET, donc service d'électrothérapie, vous offrez là, cet accompagnement-là. Donc, c'est des professionnels de la physiothérapie qui sont présents. Comment on fait pour entrer en contact avec vous si on est intéressé là, à avoir un suivi personnalisé? Oui, ben en fait, la plupart des professionnels à travers le Québec, là, la plupart des psychothérapeutes et des phys là, dans les cliniques là, commencent à nous connaître. On se fait voir un petit peu partout maintenant. Moi, je suis plus dans la région de Montréal, puis de l'Estrie, la Montérégie. Donc, oui, on peut communiquer avec moi. Sinon, j'ai des collègues, Kevin Larose, qui est plus dans l'est du Québec, et puis Inès, qui est plus dans une partie de Montréal aussi, Laurentide, la Naudière. Donc, vous pouvez communiquer avec nous là, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations. Et puis, on a toute une équipe aussi qui est dédiée à tout l'accompagnement clinique. Donc, plus pour répondre aux questions d'ordre thérapeutique, d'introduction des appareils aussi. Donc, quand vous communiquez avec nous chez SET, je pense que vous pouvez facilement trouver les coordonnées là, sur notre site web. Quand vous communiquez avec nous, on a toute une équipe qui peut soutenir l'intégration, le raisonnement clinique là, que vous avez à faire en clinique. Et on a aussi tout cet accompagnement-là qui est fourni aux patients. Puis d'ailleurs, quand les gens acquièrent un appareil de chez SET, c'est toujours accompagné d'un enseignement, là. Je pense qu'on en a un petit peu parlé, à travers notre rencontre. Donc, c'est toujours accompagné d'un enseignement sur comment intégrer la modalité de façon sécuritaire, simple, et agréable, puis toujours en ligne avec les objectifs qui ont été identifiés, avec les thérapeutes en clinique. Puis, on continue toujours à collaborer là, avec les thérapeutes en clinique. Donc, si on a des questions à poser ou si on a besoin de faire progresser certaines indications ou paramètres, on va toujours travailler en collaboration là, avec vous. Ben, merci beaucoup, Amélie. C'est super intéressant. Puis je pense que c'est ça, comme on s'est dit un petit peu plus tôt, là, je pense qu'il faut pas mettre l'électrothérapie aux poubelles. Au contraire, il y a encore la place de cette modalité-là dans la prise en charge en physiothérapie. Donc, merci beaucoup de ton temps, puis au plaisir de se rejaser. Je te remercie grandement, Isabelle, de permettre de discuter d'électrothérapie parce qu'effectivement, on en avait moins parlé ces dernières années. Puis je trouve ça intéressant là, qu'on puisse rouvrir cette discussion-là en se disant, mais et pourquoi pas? Au moins de se permettre de réfléchir sur ces modalités-là. Alors, merci pour ton ouverture et ta grande curiosité.